Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 5, l'animal selon les philosophes. Épisode 33, Aristote et l'histoire naturelle des animaux. L'épreuve a beau être une épreuve de culture et sciences humaines, CSH, eh bien l'étude des philosophes reste un passage obligé. Il y a des textes incontournables, comme on dit, des auteurs inévitables. Et sur l'animal, eh bien, ils sont nombreux. Alors évidemment, il ne s'agit pas de réduire, de caricaturer en quelques minutes des pensées évidemment complexes et riches, mais plutôt de signaler quelle porte d'entrée ouvre tel ou tel auteur, de conseiller aussi, peut-être, la lecture ou bien la relecture de textes brefs, aisément accessibles. Alors on va débuter avec Aristote. Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il est l'auteur des premières œuvres de grande envergure consacrées aux animaux, des traités qui représentent environ un quart de son œuvre. Alors évidemment, Aristote n'a pas été le premier à s'intéresser aux animaux, mais il a été sans doute le premier à s'y intéresser de façon systématique. Et on le perçoit à la simple lecture des titres de ses traités. L'histoire des animaux, par exemple, vers 343 avant Jésus-Christ. C'est un traité d'histoire naturelle qui comprend 9 livres, une œuvre principalement descriptive, une compilation de faits concernant la vie des différents groupes d'animaux considérés. Ce sont des choses vues, des observations. Et puis il y a les parties des animaux, un autre texte qui s'intéresse de façon plus technique à la classification des animaux par genre et par espèce. Et puis enfin la génération des animaux qui reprend pour les expliquer les faits collectionnés dans l'histoire des animaux. Alors dans cette histoire des animaux, Aristote a distingué deux grandes catégories. C'est un début de classement du monde animal, avec d'un côté les animaux qui ont du sang, de l'autre ceux qui n'en posséderaient pas, les premiers représentant les vertébrés, les seconds les invertébrés. Le philosophe va répertorier plus de 509 noms d'animaux. Et alors au livre 8, il va concevoir naturellement une sorte d'échelle de la nature, une échelle graduée de la perfection de la nature, ce qu'on appelle la scala naturae en latin, qui va des plantes à l'être humain. En partant de la matière inanimée, bien sûr, le système est fait de 12 graduations. Cette échelle de la nature, d'après Aristote, pourrait être esquissée de manière décroissante de la façon suivante. On aurait les êtres humains, évidemment, au sommet de la pyramide, ensuite les quadrupèdes vivipares, les cétacés, les animaux sanguins ovipares, les céphalopodes, puis les crustacés, les animaux segmentés, les mollusques à coquilles, les zoophytes, c'est-à-dire des créatures qui hésitent entre l'animal et le végétal, les plantes supérieures, les plantes inférieures, et puis la matière totalement inanimée, inorganique. Alors le grand naturaliste Darwin avouera au XIXe siècle l'importance qu'a eu sur lui la lecture de ce texte. Il écrit, je cite, « Linné et Cuvier ont été mes deux dieux dans de bien différentes directions, mais ils ne sont que des écoliers par rapport au vieil Aristote. » Alors le système d'Aristote s'inscrit dans une philosophie générale de la nature, une nature qui est toujours finalisée. On connaît la formule célèbre « La nature ne fait rien en vain ». Et c'est une approche anthropomorphique qui installe, on vient de le constater, l'espèce humaine au sommet de la pyramide du vivant. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que, dit Aristote, l'homme est le seul des animaux à posséder le logos. Le logos, à la fois la raison et la parole. Mais si pour Aristote, cette espèce humaine profite du logos, certains animaux disposent eux aussi d'une forme d'intelligence. On l'a vu lors d'une saison précédente. On a vu qu'ils mettaient en relation avec la mémoire et l'imagination, bien cette forme d'intelligence chez certains animaux qui posséderaient donc cette faculté en plus de la sensation. Quand ils ont en outre la sensation du temps passé et sont capables de retenir en eux des images, eh bien, dit Aristote, ils détiennent aussi une certaine capacité de prévoyance quant à ce qui est bon pour eux, capacité qui définit ce qu'il appelle donc la phronésis, ou bien la sagesse pratique, l'intelligence pratique. De même que pour Aristote, l'homme ne sera pas le seul zoon politikon, le seul animal politique. La formule est très très célèbre. Il écrit, en particulier dans l'histoire des animaux, je cite, « Les fourmis, certaines guêpes et certaines abeilles sont qualifiées d'animaux politiques, c'est-à-dire d'animaux qui non seulement vivent ensemble, mais encore
conduisent de concert une œuvre commune, ce qui est aussi le fait des hommes et des grues. Au fond, ce qui expliquerait la supériorité des hommes sur les autres espèces, ce n'est pas leur caractère politique, ni donc cette aptitude à manier le logos, c'est, je cite, qu'ils sont les plus conformes à la nature. La formule se trouve dans la marche des animaux. Les plus conformes à la nature, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie simplement que les hommes sont sans doute les plus aptes à suivre le mouvement et à changer en même temps que change et se transforme la nature.